Ok. Chers auditeurs, bonsoir. David, bonsoir. Bienvenue sur ce deuxième pilote de test de Nipsport. Alors pourquoi deuxième pilote? Parce qu'on a déjà essayé avec David cette semaine, mais on a été embêté par des problèmes de connexion. C'est la fameuse malédiction du premier numéro que d'autres de l'équipe Niptech ont connue avant nous. Donc pour faire simple, Nipsport, qu'est-ce que c'est? Nipsport, c'est un podcast qui a rejoint la famille Niptech dernièrement, où on va essayer de vous parler un petit peu de tout ce qui touche au sport, l'actualité sportive, et puis d'aborder quelques dossiers. David va se présenter un petit peu après. On risque éventuellement d'avoir un petit biais parce qu'on est tous les deux triathlètes, coureurs, nageurs, cyclistes. Donc n'hésitez pas à faire vos remarques dans les notes de l'émission et à nous suggérer certains sujets à aborder. On a déjà prévu d'avoir quelques invités de marques qui viendront sur les prochains numéros, qui eux sont plus spécialisés dans d'autres sports, des rugbymen, des coureurs, uniquement coureurs et pas triathlètes. Donc on essaiera de vous préparer plein de petits dossiers et plein de petites émissions sympas. David, je te laisse faire une présentation de toi rapidement. Ok, bien sûr. Donc David, voilà, je suis sur Paris et puis tu m'as gentiment proposé d'intégrer cette famille aussi, donc pourquoi pas, allez, on teste. Je suis sportif, je touche un peu à tous les sports, et puis je me suis pris au jeu du triathlon surtout, où là j'ai commencé à faire ça un peu plus sérieusement et voilà, je fais des triathlons, surtout des longues distances, Man, euh, voire même voilà, à Hawaï, même en Bronman, des choses comme ça, voilà. Et j'aime bien la course à pied, je suis l'actualité également en foot peu, désolé, mais t'es là pour ça aussi. Je pense qu'en foot tu t'y connais pas mal. Et, euh, et voilà. Donc course à pied, natation, vélo, et c'est pas mal. Oui, un petit peu de complément derrière avec la musculation, la préparation physique et autres. Voilà, tout ce qui va avec, forcément. Voilà. D'ailleurs, tu nous as préparé un petit dossier qu'on abordera dans le cours de l'émission qui s'adresse peut-être un peu plus aux coureurs, mais qui certainement au niveau du contenu du dossier ravira tous les autres sportifs et les gens qui veulent profiter de ce début d'année et des bonnes résolutions pour préparer un petit peu leurs vacances d'été et retrouver la forme ainsi que la ligne, n'est-ce pas? Oui, oui, bah justement, c'est la grosse problématique. En début d'année, on a plein de bonnes résolutions, mais on a fait le plein de calories à Noël, et donc faut perdre le poids. Donc, on va essayer de donner deux trois conseils pour perdre du poids rapidement, en faisant le moins possible de sport, mais plus rapidement. Voilà, on va chercher l'efficacité. Ok, super. Bah écoute, merci David de rejoindre ce podcast et puis on va essayer de proposer quelque chose de très intéressant à nos auditeurs. Au niveau de la structure de l'émission, on va essayer de respecter régulièrement une petite phase de news. Donc on va vous parler un petit peu des news sportives qui nous ont marqué ces derniers temps. On va faire large pour cette première émission et puis pour les émissions suivantes, suivant la fréquence de nos émissions, on fera la phase de news depuis la dernière émission. On abordera quelques dossiers aussi, on en a préparé deux, trois, on va voir si on aura le temps de tous les aborder ce soir. Éventuellement, on les reportera sur une autre émission. Et puis, on essaiera de conclure et de terminer dans la grande tradition Niptech, parce qu'une émission de la famille Niptech n'est pas une émission en tant que telle si on n'a pas notre petite quote, notre petite citation. Donc, on va essayer de continuer comme ça et de tous vous satisfaire. Sur la partie actualité, bah, je vais prendre la main, je vais commencer. Je voulais juste aborder la disparition il y a quelque temps, vous le savez tous, d'un grand footballeur qui était Eusebio. Euh, donc voilà, je voulais le signaler. Monsieur Eusebio da Silva Ferreira, qui est décédé le 5 janvier dernier à l'âge de 71 ans, et puis qui jouait au poste d'attaquant au Benfica de Lisbonne. Il a toujours été très fidèle à son club, qui a un palmarès à faire pâlir bon nombre de nos footballeurs actuels. Il était meilleur buteur de la Coupe du Monde en 66 avec 9 buts sur toute la Coupe du Monde.
Il a terminé avec son équipe à la troisième place de la compétition. Il avait également remporté avec ses équipes deux ligues des champions. Et puis, il a longtemps détenu le record du nombre de buts. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit clin d'œil et signaler la disparition d'un grand homme sportif. Donc, enfin, pour faire écho à ce que tu disais dans ton introduction, moi non plus, je suis pas trop footeux, je suis pas trop l'activité sportive, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de combler pour T'as l'air présenter des plus news calé à que nos moi, auditeurs. t'as l'air plus calé que moi, comme déjà je ne le connaissais pas. Il y avait une autre petite news que je voulais aborder. Tout le monde en a entendu parler. Là, la pression est un petit peu redescendue cette semaine, j'ai l'impression. C'est l'accident de Michael Schumacher euh, fin décembre. Je le connais. Lui, tu le connais, ça va? Ouais. Donc voilà, je voulais aborder ça. Je voulais savoir un petit peu ce que tu pensais de ça, toi, et puis si on peut faire un petit parallèle pour nos auditeurs avec la sécurité dans la pratique des activités sportives. Ok. Shumi, qu'est-ce que j'en ai retenu? J'ai l'impression qu'il a pas eu de bol, en fait. Comme bon, il skie en un petit hors-piste, entre deux pistes, et il est tombé à une vitesse pas si élevée que ça, au final. Donc c'est quand même hallucinant, un gars qui roule à 250 km/h, il lui arrive rien, et puis à 20 km/h, boum, catastrophe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et là, il est toujours à Grenoble, j'ai l'impression, c'est ça. Et Ouais, t'as la... toujours à Grenoble, toujours dans un coma artificiel dans lequel il a été plongé dû à ses blessures, certainement pour éviter les souffrances et puis aussi pour pouvoir le soigner dans de meilleures conditions. Ouais, Euh, bon. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que Merkel avait eu un accident de ski de fond, par contre, nettement moins grave que Schumacher, mais elle s'est quand même fracturé un peu le bassin, donc je sais pas, il y a peut-être une malédiction en Allemagne en ce moment. Faut qu'ils arrêtent le ski, quoi. Voilà. une malédiction pour les Allemands, ouais, et dans le ski, surtout à la fin décembre. Bon, ouais, effectivement, Madame Merkel, pour elle, c'était beaucoup moins dangereux, c'était beaucoup, enfin Qu'est-ce l'impact que je... était beaucoup moins important, fracturation du bassin, mais elle tient debout, elle arrive à vivre correctement, même si elle va certainement en profiter pour prendre quelques jours de vacances Ouais. supplémentaires. Mais bon, je sais pas si tu as lu dans la presse en ce moment, il parle. Non, l'affaire Choumi, c'est devenu une affaire aussi de fric, mine de rien, derrière, où les assurances sont en train de se disputer qui paye quoi à qui. Donc là aussi, c'est un sujet à suivre et c'est assez étrange. Alors qu'il y a une personne qui lutte contre la vie et la mort, là, qu'on ait une affaire de fric en parallèle. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que oui, effectivement, c'est un petit peu dommageable de se poser ces questions-là. Malgré tout, ce sont des questions qu'il faudra se poser. Peut-être que si des inconnus entre guillemets comme nous, enfin surtout comme moi, parce que toi, tu commences à être beaucoup moins un inconnu dans le domaine du triathlon, mais bon, passons. Si des inconnus comme nous avaient ce genre de problème, on se poserait peut-être moins la question. Avec une célébrité comme Michael Schumacher, la question va se poser, notamment parce que lui a certainement les moyens d'attaquer la station pour essayer de faire valoir ses droits et puis de prouver qu'il n'était pas responsable, ce qu'on n'aurait pas forcément la capacité de faire, euh, et puis euh, et puis aussi de redorer son blason, parce que pour l'instant il était peut-être pas en vrai hors piste, mais il n'était pas sur la piste. Il a peut-être besoin aussi de prouver que c'était pas complètement de sa faute s'il n'était pas sur la piste, parce qu'il avait peut-être pas remarqué qu'il sortait des pistes balisées. Soit. Moi, cette histoire-là, elle me fait aussi réagir parce que je ne sais pas si tu as remarqué dans la presse dernièrement, on parle pour le coup d'un illustre inconnu d'origine danoise, pas allemande cette fois-ci, mais qui lui aussi visiblement a été victime de la malédiction puisqu'il skiait sur la même piste, enfin sur la même station que Schumacher, pas sur les mêmes pistes, mais sur la même station, le même jour, quasiment à la même heure, et il a été victime de la même chute. De la même chute? De la même chute, ouais. Il s'est cogné contre une pierre, il est tombé et il s'est fracturé. Il a eu quatre fractures du crâne, je crois. Il a été D'accord. transporté dans le même hôpital que Michael Schumacher à Grenoble, sauf que lui, il s'en est beaucoup mieux sorti. Et puis surtout,
Lui, c'était a priori, il prenait beaucoup plus de risques que Michael Schumacher, puisque ce qui est sans casque, mais malheureusement, malgré tout, il s'en est sorti. Oui, bah, mais c'est assez étrange, mais c'est vrai que mine de rien, on oublie un peu que le ski, c'est un sport très dangereux et on voit passer la coquille très fréquemment quand on skie, tous les jours on la voit passer et elle ramasse du monde. Donc c'est pas, faut être prudent. Voilà. Ouais, effectivement. La prudence qui est aussi quelque chose qu'on essaye de rappeler souvent dans le milieu du sport, hein. Euh, on l'a bien vu avec Michael Schumacher, on peut prendre de gros risques à longueur de journée dans son activité professionnelle ou dans son activité favorite en pratiquant du sport et éviter tous les problèmes. Malgré tout, quand on fait du sport, il faut se protéger en termes de vêtements, en termes de protéger son visage, mettre un casque. Toutes ces recommandations-là peuvent sembler basiques et parfois inutiles. On l'a vu avec les cyclistes qui rechignent pendant un moment à mettre des casques, mais malgré tout, c'est aussi là pour protéger notre sécurité. Tout à fait, Armano. Je te remercie pour, euh, pour cet enthousiasme dans la réponse. Ok, passons à la suite des news. Le Dakar a commencé là récemment. Est-ce que tu suis un petit peu l'activité du Dakar ou pas? Depuis qu'il est en Amérique latine, j'ai décroché, pour tout te dire. Ce qui est marrant d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça assez étonnant, ce passage du Paris-Dakar, du désert vers l'Amérique latine. Bon, ça se comprend encore une fois, on recoupe le sujet précédent avec tous les problèmes de sécurité qu'il a pu rencontrer, mais donc voilà, on est dans une activité sportive très chargée, hein. On Et aura, l'Amérique latine aussi, elle est un peu, c'est dangereux. T'as certains endroits, au Mexique par exemple, qui sont peu fréquentables, non? ouais, bah, je sais pas s'il passe par le Mexique et par des endroits pas très fréquentable, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus safe que ne l'était le désert africain. Et Ouais, puis, ouais, bon, bah, certainement. et puis ça permet Voilà. aussi, je pense, de changer un petit peu au niveau des parcours. Comme ça, les participants peuvent rester les mêmes et puis ils voient autre chose. Après, je sais pas comment ils sécurisent aussi le passage parce que on a pas mal d'enfants, il y a pas mal d'enfants qui courent dans les petits villages. Je sais pas comment ça se passe, si la sécurité est bien au point de ce côté-là. Mais bon, c'est un Ouais, autre sujet aussi. ça, c'est un autre sujet. Bah, éventuellement, ce sera un sujet qu'on pourra mettre au programme d'un dossier d'une autre émission pour essayer d'aborder un petit peu le Dakar, les problèmes de sécurisation qu'ils peuvent rencontrer, enfin le Dakar et puis ce genre de courses automobiles. Euh, voilà, c'est noté. Je le note au programme pour les prochaines émissions. D'accord. Après, ce qui me marque surtout, et je pense là où ils ont beaucoup de mérite sont les motards. Je trouve quand même le Dakar, ils font des parcours de 1000 km, 1500 non, par jour ou 800. Enfin, donc en voiture, bon d'accord, c'est fatigant, mais j'imagine même pas en moto la concentration qu'il faut pour pas chuter, pour prendre quand même pour garder de la vitesse, donc prendre forcément un peu des risques. La concentration, la vigilance qu'il faut, c'est assez phénoménal. Ouais, c'est sûr. Bah, comme tu le dis, et comme on l'a déjà dit, ça demande énormément de concentration et bon, c'est mine de rien, c'est du sport, mais c'est un métier, hein, et ça ne s'improvise pas. C'est sûr. Autre petite news que je voulais aborder, qui va permettre de faire la transition vers les dossiers, on va essayer d'aborder un petit peu la news sous forme de mini-dossier. C'est bientôt le début des JO d'hiver. Ah d'accord. Ah, je crois qu'on a Oui, un en petit effet. décalage. Oui, en effet, c'est les JO d'hiver. Ils sont où d'ailleurs? À Moscou, non? Enfin, en Russie, c'est ça, non? Ouais, ils sont en Russie, à Sochi. Enfin, moi, je voulais juste aborder cette petite discussion qu'on commence à connaître maintenant, qu'on voit régulièrement quand les JO commencent, que ce soit les JO d'hiver ou les JO d'été. C'est le coût d'une telle
d'une telle organisation, d'une telle manifestation. A priori, les JO d'été de Pékin, donc il y a déjà quelques années, hein, c'était pas les derniers, étaient les plus chers de l'histoire des Jeux Olympiques. Ils ont coûté plus de 40 millions de dollars. Et là, nos amis les Russes ont réussi à exploser ce coût, ils sont déjà estimés dépasser les 50 millions de dollars, alors que ce sont entre guillemets que des Jeux d'hiver, parce que ils ont fait énormément de travaux autour en Russie, autour de l'emplacement des JO. Bon, le travail est énorme, mais moi je voulais quand même souligner cette histoire de coût qui paraît pas chaque année, mais chaque 2 ans dépassé, et puis en mettre en parallèle quand même la rentabilité de l'événement. Ils ont actuellement vendu que 65% des billets, donc je leur souhaite quand même bon courage pour rentrer dans leurs frais et en espérant que ça les décourage pas d'organiser une manifestation de ce type dans les années à venir. Après, je pense que c'est peut-être pas le but forcément de rentrer dans leurs frais, c'est également un plus pour le pays, pour qu'ils deviennent peut-être un peu plus populaires. Et puis de toute matière, avec toutes les matières premières qu'ils ont dans le pays, je pense qu'ils peuvent financer sans problème les JO. Mais, voilà. Ah oui, je me fais pas de soucis pour eux en termes de financement, hein, mais bon, c'est vrai que ça représente quand même un gros impact. Euh, Écoute, on a fini pour la petite partie news, hein, qui aura duré quand même quelques minutes. Je vais peut-être te laisser aborder la partie dossier, puisque donc tu nous avais dit que tu avais préparé un petit dossier sur comment comment dire minimiser l'impact des fêtes sur notre prise de poids et le changement de notre morphologie. Waouh! Oui, et puis c'est surtout aussi comment perdre du poids le plus rapidement possible après les fêtes, quoi. C'est ce qui nous intéresse en ce moment. Juste, je pense, je vais présenter la chose en 2 points. Un, les apports nutritionnels et deux, les dépenses en calories, les dépenses caloriques. Pourquoi en 2 points? Parce que en gros, c'est une sorte d'addition, enfin de soustraction. On assimile des calories et après on se dépense et on utilise ces calories. Donc 1 moins 2, enfin suivant le bilan, toc, voilà. Soit il est favorable, soit il est défavorable, soit on grossit, soit on mincit, soit on stagne. Dans l'idéal, il faut stagner, voilà. Donc après les fêtes, il faut que ce soit un bilan nutritionnel un peu déficitaire. Donc pour ça, l'idéal c'est soigner son alimentation. Donc pour ça, on va prendre des légumes, des fruits, enfin, on le voit de partout, on nous dit manger des légumes, manger des fruits, c'est bon à la santé, à l'eau, limiter les matières grasses, les sucres rapides, et, euh, et moi je vous dirais également les féculents au final. Les féculents, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Pourquoi les limiter? Parce que c'est eux, si vous ne les prenez pas, c'est là où les dépenses énergétiques, enfin l'apport nutritionnel va être vraiment défavorable et cela va vous permettre de mincir. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plus comment, comment se dépenser de façon rapide, comment se dépenser en faisant du sport de façon rapide, qui ne prenne pas un temps monstrueux et qui soit efficace. Donc pour ça, vous avez la marche, vous avez la course à pied, la natation, etc. Je vais me pencher surtout sur la course à pied, parce que c'est facile de mettre des pompes et d'aller courir, et 45 minutes 2 fois par semaine, on le fait sans problème. Donc on voit pas mal d'études qui disent courir 45 minutes à une allure tranquille. Et enfin, même ils disent courir lentement et longtemps, mais ça on peut pas se le permettre de courir lentement et longtemps. Ça prend un temps monstrueux et c'est ennuyeux à mourir. Euh, donc il y a également d'autres méthodes, hein. Moi, je pense que la meilleure méthode, c'est à ce que j'ai lu
à ce que j'ai compris, c'est environ courir, par exemple, au début, mettre de la progressivité, donc courir 20 minutes, après une demi-heure, après 45 minutes, et mettre un peu de fractionné dedans. Alors j'entends par fractionné monter en intensité, c'est-à-dire on va faire un échauffement de 15 minutes, puis après on va faire par exemple une minute fort, une minute à une bonne intensité, une minute de récup, 2 minutes fort, puis on montera comme ça jusqu'à 5-6 minutes, et puis après on redescendra comme ça. Et là, on va faire un travail constructif et le bilan énergétique, il sera favorable parce que suivant l'intensité, on dépense plus ou moins de calories. Là, on dépensera beaucoup de calories. Donc au final, dans la journée, on aura un total de calories dépensées important. Donc en plus, si on a une alimentation normale, on sera en pleine forme. Voilà. Et puis un troisième point, un peu une ouverture, c'est la motivation. La motivation, c'est essentiel. Et pour ça, il ne faut pas vouloir tout de suite. Sinon, on explose, on craque et on arrête tout de suite. Et on part dans une spirale négative, un cercle vicieux. Donc la motivation, en gros, ça s'entretient. Et pour ça, faut se jauger. Faut courir, par exemple, 2 fois par semaine, au début, tranquillement. Et puis après, on augmente peut-être 3 fois au maximum. 3 fois par semaine, mais par contre, on s'y tient pendant 2 mois. Et là, forcément, au bout d'un moment, ça paye et on va prendre plaisir, un, à courir et deux, on se sentira bien dans notre corps. C'est un peu le principal. Voilà. Super. Bah écoute, c'est bien que tu fasses cette conclusion sur ton dossier sur la motivation. Nos entre guillemets grands frères de Nip Life ont consacré leur épisode il y a 15 jours, leur dernier épisode il y a 15 jours à la motivation. Donc j'invite tous nos auditeurs à aller l'écouter, à aller sur niptech.com, chercher Nip Life et écouter. Ils auront aussi la vue de Nip Life sur la motivation. Donc si je résume un peu ce que tu nous as dit, pour maigrir, en dehors du fait d'essayer de manger correctement, c'est-à-dire manger équilibré, manger des fruits, des légumes, et puis essayer de limiter l'apport en féculents. Tu conseilles, toi, d'aller, parce que c'est plus facile d'aller courir, et puis quand on va courir, d'introduire dans les séances de course à pied de la semaine un petit peu de fractionné, c'est ça? Voilà, complètement. C'est Ok. rapide, c'est efficace, c'est pas ennuyeux, c'est top. Ok, bah écoute, moi personnellement, à des gens qui commencent la course à pied, je leur proposerais pas forcément une séance de fractionné. Pour des gens qui sont un peu plus habitués, pourquoi pas. Après, moi, j'avais une autre alternative à proposer, un petit peu dans l'image du En douceur, fractionné. du fractionné. Attends, je te coupe, je suis pas d'accord. En douceur du fractionné. Oui, 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 en Pas une douceur. minute à bloc, mais c'est 1 minute. On monte un peu en intensité, puis après, voilà, on redescend. Il faut que je nuance, oui, en douceur. Voilà. Alors moi, je proposerais quelque chose pour aller dans ton sens et qui est aussi assez facile à faire pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de courir, qui n'ont pas forcément l'habitude de se mettre sur une piste, qui connaissent pas forcément leurs limites ni leur allure de course à pied. Je proposerais quelque chose de très simple. Faire un petit peu de séance de côte, se trouver un parcours où ça monte, un parcours où ça descend, et puis finalement quand on va monter, on va faire la première fois la côte sur 100 mètres, sur 200 mètres. Hein. L'objectif c'est pas non plus de faire un vrai travail très difficile, mais surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc faire cette côte, la monter à son rythme tranquillement, la redescendre en détendant un petit peu les bras, etc. Et puis une fois qu'on est en bas, on fait demi-tour et on la remonte à nouveau, un petit peu plus vite, un petit peu plus fort, et puis on la redescend. Puis on fait ça 3-4 fois. Je sais pas ce que tu en penses comme solution pour commencer le fractionner pour les gens qui commencent la course à pied ou pour les gens qui courent déjà depuis quelques temps mais qui n'ont pas forcément l'habitude. Ça peut être très bien, au moins c'est varié et le cœur monte forcément en montée. Par contre, il faut être prudent en descente, comme les impacts sont un peu plus importants, tout simplement. Voilà. Donc descendre tranquillement en prenant son temps au début. Voilà.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ta contribution, hein. J'espère que ça va plaire aussi à nos auditeurs. Et puis que bah, n'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir dans les notes de l'émission. Alors on va voir si ce pilote, on le présentera déjà sur le site de Niptech. À défaut, vous pourrez, on fera une petite conclusion en présentant où est-ce que vous pouvez nous retrouver sur la communauté. Et puis vous pourrez interagir avec nous et n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Euh, je voulais aussi faire une autre petite partie, alors dossier, mais vraiment très rapide, peut-être même encore plus rapide que quand on a abordé les JO d'hiver tout à l'heure. Euh, Toi, tu l'as dit, tu es à Paris, moi je suis au Luxembourg, et il y a un service qui dépend de l'hôpital ici à Luxembourg, qui est spécialisé dans les études sportives et qui a lancé une étude en collaboration avec d'autres grands laboratoires européens qui portait tout simplement sur la responsabilité des semelles pour les coureurs. Euh, donc dans les blessures, les semelles plus ou moins dures, est-ce qu'elles étaient responsables de blessures? Donc c'est une étude qu'ils ont menée sur plusieurs semaines, sur je crois plus d'une quarantaine de coureurs. Euh, Ils leur ont fourni eux-mêmes des chaussures, toutes identiques d'aspect, hein, c'est le principe du placebo, du médicament et du placebo, hein. Donc ils ont fait un partenariat avec un fabricant de chaussures, ils leur ont fourni exactement à tous les mêmes chaussures en termes d'aspect, simplement les semelles étaient soit dures, soit molles. Alors là, on passe tout ce qui concerne la pronation, la supination, le coureur universel. On est vraiment sur la dureté de la semelle. Euh, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et c'est assez impressionnant. On pourrait se dire que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, David, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que plus la semelle est dure, et plus peut-être si on n'a pas trop l'habitude, on risque de souffrir de blessures. Bah, ça me fait penser au barfoot. Je pense que tu en as entendu parler. Ce sont vraiment des baskets basiques de chez Basic. Et en ce moment, ça marche pas mal. C'est à la mode. Euh, Parce qu'en gros, elle nous habitue à courir prudemment, avec peu d'impact et à limiter, en fait, dans la foulée, à limiter les chocs parce qu'on les ressent énormément si on les limite pas. Donc on se concentre vraiment sur la foulée pour avoir une foulée souple. Et au final, c'est peut-être d'avoir une semelle dure, ça permet sûrement d'améliorer sa foulée et peut-être se concentrer sur sa foulée pour pas taper. Comme c'est ça au final, c'est quand on tape le talon, c'est là que ça fait mal. Et une semelle molle, par exemple, on va avoir tendance à taper le talon et ça va faire des micro vibrations dans tout le tibia, ça va monter à la cuisse et forcément on risque d'avoir des problèmes au tendon. Donc je suis pas forcément pour les gros amortis. Voilà. Ok, bah effectivement, lors de l'étude dont je parlais, hein, ils ont pas eu la prétention de donner des conseils sur de la dureté ou pas de la semelle. Je connaissais pas les barfoot, donc écoute, c'est sympa pour l'information que tu me donnes. Mais en tout cas, la conclusion de l'étude était que la dureté de la semelle ne jouait pas dans les problèmes, dans, le, dans les blessures que générait la course à pied. Ils se rendaient compte que souvent c'était plus un problème, des problèmes liés à la fréquence de course à pied, à l'entraînement des athlètes en eux-mêmes, plus qu'à la qualité de leurs chaussures. Donc je pense que c'est une étude assez intéressante, surtout pour les coureurs, de savoir que quel que soit l'amorti, ça génère pas forcément des blessures. Par contre, comme tu l'as souligné, je pense que c'est une très bonne remarque, la dureté ou pas des chaussures et l'amorti peut impacter ton style de course et alors là, générer d'autres problèmes ou au contraire t'alerter sur la survenue de problèmes. Et c'est vrai que c'est un gros business. On voit Nike, Adidas, Reebok, New Balance, tout, ils se disputent, ils se battent à coups de publicité avec des nouveaux modèles, des chaussures magiques. Enfin, ils nous les vendent comme magiques, mais au final, ce qui compte quand même, c'est la foulée de chacun. Il faut la soigner. Ouais, et on le voit bien, c'est peut-être un stéréotype, hein, mais on le voit bien avec ces Kenyans, tous nos amis africains qui gagnent sur les grandes courses. Souvent, c'est des gens qui ont appris à courir pieds nus.
et c'est des gens qui ont une foulée exceptionnelle parce que bah, ils ont appris à courir pieds nus, ils ressentent les chocs et surtout ils ressentent la qualité, le changement de la qualité de la course à pied. Je sais pas si toi tu as déjà eu l'occasion de faire des séances de course à pied pieds nus, alors sur l'herbe ou sur du bitume ou même sur une piste. Moi j'ai eu l'occasion de le tester à une ou deux reprises et c'est vrai que tu sens la différence. Ah oui, j'imagine. Fini. Déjà les ampoules au début, je pense que ça doit faire, ça doit faire un petit peu mal. Bah, quand tu cours sur une piste ou sur de l'herbe, ça va, tu te blesses pas, tu te coupes pas. Donc, mais en tout cas, tu sens vraiment la différence. Hmm. Ok, bah moi, pour te dire, par exemple, je cours avec des baskets qui font 175 grammes sur Ironman, sur marathon. Je suis pas blessé pour l'instant, donc ça me va bien. Voilà. Et j'aime bien justement sentir cette légèreté. Et ça me permet de progresser, je pense. Voilà. Bon, bah écoute, tu vas peut-être pouvoir donner des idées à nos amis, à nos auditeurs, parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, hein, tu t'excelles quand même dans le domaine. Donc, essayez de courir une fois, peut-être pas tout de suite sur marathon, mais sur Euh, distance 10 ou sur semi, et vous verrez ce que ça fait avec des chaussures légères. Arrête tout de suite, faut nuancer les propos. Il faut pas, quelqu'un qui se met à courir, s'il court avec des baskets de 170 grammes, je pense qu'il va vite être blessé. Mais par contre, si on a des baskets, je pense vers les 350 grammes pour les plus lourdes, après 300, 250, 200, on peut courir avec des baskets de 160 grammes, par exemple, baskets qui amortiront quand même un petit peu, comme au début on en a besoin quand même, quand vraiment on n'a pas de technique, il faut un peu d'amorti. Puis progressivement, on passe à des baskets plus légères avec moins d'amorti. Ok, bah écoute, finalement, ça aura été un bon dossier. Je note hein, pour notre programme des émissions à venir, même si ce sera un challenge de faire ça par l'audio, mais qu'il faudra éventuellement qu'on essaie de travailler sur la qualité des foulées, enfin, faire un petit dossier sur le type d'entraînement, la foulée, comment travailler sa foulée, comment l'améliorer, comment l'allonger. Est-ce que c'est bien d'avoir une foulée longue ou une foulée un peu plus courte? Ce sera éventuellement des sujets qu'on pourrait aborder dans une prochaine émission. C'est un vaste sujet. C'est un très vaste sujet. Par exemple, le haut du corps est très important quand on court. Mais bon, enfin bon, on pourrait en parler des heures. Ouais, c'est un sujet qui est souvent négligé par la plupart des coureurs, enfin des gens qui courent mais qui se fixent pas forcément des objectifs d'exceller dans le domaine. Quand on aborde le sujet, enfin quand j'ai déjà eu l'occasion d'aborder le sujet avec des gens qui étaient à la limite de l'amateurisme, on va dire, ils savent pas forcément que bah, travailler, comme tu dis, le haut du corps, faire des abdos, faire des pompes, faire des stabilisations, ça peut énormément aider dans la course à pied. Le gainage. On parle du Ouais. gainage. Ouais. D'accord. Le gainage, donc faire des lombaires, des abdos, muscler les mollets, par exemple sur des escaliers, jouer avec ses chevilles, enfin voilà, des choses comme ça qui permettent de prévenir les blessures en course à pied. Ok, ok. Bah écoute, ça nous fait pas mal de dossiers à aborder pour les prochaines émissions. Euh, Je me garde peut-être de côté le dossier que je voulais aborder sur, enfin le point que je voulais aborder sur les outils qui peuvent éventuellement nous aider et nous distraire pendant qu'on fait du sport. Je pensais notamment à des outils type Fitbit qui permettent aussi de faire du quantified self de manière beaucoup plus étendue, pas forcément de façon spécifique sur la course à pied, mais aussi d'autres petits joujoux. Donc plus dans la course à pied, là on avait le Nike Plus qui tend à se transformer avec le Fuel Band. Euh, mais il y a aussi des outils qu'on connaît très bien chez les coureurs, chez les triathlètes et chez d'autres sportifs, sont les montres cardio. Donc on va peut-être se le mettre de côté pour une prochaine émission. On s'était dit qu'on essaierait de pas faire trop long pour ce pilote. On est déjà à Cardio, 35 minutes. GPS, voilà. Cardio, GPS aussi. Je pense qu'en ce moment, le GPS est en plein boom chez les coureurs. Donc voilà. Puis après, tu as également
tout ce qui est en relation avec, justement avec l'ordinateur, et la communication, comment elle se passe. Maintenant, on voit la plupart des gens ils mettent sur Facebook, bon bah voilà, tac, j'ai couru, j'ai fait ça, on voit le parcours, on voit ça, on arrive même à voir sa fréquence cardiaque, donc c'est assez magique et c'est un vaste sujet également et très intéressant. Ouais. Moi, je rêve quand même des outils qui nous permettront de un peu plus que monitorer notre activité sportive. Peut-être aussi de nous apporter quelques conseils, quelques solutions. Quand on aura été nager 3 fois dans la semaine, mais courir 2 fois, avec la fois suivante, on inverse, on inverse les rapports, on va courir 3 fois, enfin, courir 3 fois, nager 2 fois, peut-être avoir un petit conseil. Je rêve de ce type d'outil qui nous dira ah bah cette fois-ci vous avez plus nagé que couru, peut-être qu'il faudrait réajuster les proportions suivant les objectifs que vous fixez. Vous nagez déjà très bien, si vous préparez un triathlon, concentrez-vous peut-être sur le vélo. Voilà, ce genre de choses. Ça viendra, je pense. Hein. On est en train d'automatiser de plus en plus de choses. On arrivera peut-être sur ce genre d'outils. Après, la limite se situera certainement au niveau de chacun qui souhaitera ou pas transmettre ses données, recevoir des conseils ou pas. On verra. On verra ce que l'avenir nous proposera. Très bien. Juste un point aussi rapide qu'on abordera peut-être sous forme de dossier dans une émission suivante. Je ne sais pas si tu as l'occasion de voir tous les changements qui sont en train de se préparer pour la Formule 1 en ce moment. Non, pas vraiment, je suis pas ce sujet du tout en fait. Mais je connais Schumacher, hein. Donc bon, on gardera ça pour une prochaine émission, mais effectivement, il y a pas mal de changements qui s'annoncent sur la Formule 1 en ce moment. Des changements de réglementation qui impliquent des changements au niveau des ailerons, au niveau du moteur, au niveau de la quantité d'essence qu'ils peuvent emmener pendant une course. Ah, Euh, d'accord. des changements au niveau de la comptabilisation des points. Peut-être que ça aussi, tout ça, c'est en train d'être remis en cause pour pouvoir laisser plus de chance aux autres et pas reproduire les mêmes périodes que l'ère Schumi, où il était le champion invétéré pendant de nombreuses saisons. Voilà, on verra ce que 2014 et les années suivantes nous réserveront aussi à ce niveau-là. Oui, bah, je te disais justement, c'est bien qu'ils prennent en compte la problématique de l'écologie également en Formule 1. Ça, c'est un plus. Et limiter la consommation aussi, c'est un beau challenge pour les constructeurs, pour optimiser leur moteur et l'aérodynamisme et tout, et le poids, tout ce qui fait en gros qu'on consomme pas mal et au final ça peut servir pour les voitures tous les jours aussi. Oui, c'est vrai que c'est un sujet aussi qu'on a peut-être moins tendance à aborder dans les sports mécaniques, cette histoire de faire attention à la consommation. C'est quand même des sujets qu'on aborde beaucoup plus sur bah, des sports d'endurance qui sont pas forcément portés, comme le vélo. Enfin, là, pour le coup, c'est un mauvais exemple puisque le vélo c'est porté, mais c'est de l'endurance et en autosuffisance presque. La natation, la course à pied, tout ça, c'est des sports. Enfin, et je pense aussi à des sports d'endurance, le ski de fond, ces choses-là, sont des sports où on fait énormément attention, où on est amené à faire attention à notre consommation d'énergie. Plus on va taper dedans dès le début, et plus la fin sera difficile, voire même impossible à faire. Oui, c'est intéressant de faire ce parallèle entre l'énergie, les calories au final et le fuel, et enfin le pétrole. Donc, ouais, c'est intéressant. Ok, bah écoute, on avance bien dans notre petite émission pilote qui pour l'instant se passe pas trop mal. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas de problème de connexion, même si des fois j'entends pas toujours tes réponses quand tu essaies d'intervenir, mais c'est pas Je vais trop mal. regarder. Euh, Écoute, oui, comme je disais, on avance pas trop mal. On va peut-être essayer de conclure, enfin d'arriver sur la conclusion avec cette petite, avec la tradition niptékienne de la quote. Comment tu te sens en anglais, David? Ah, je suis nul en anglais. Ok. Bon bah écoute, je vais la faire moi-même. Donc là, on va faire l'opposé de chez Niptech. Hein, chez Niptech, il y a toujours, et c'est souvent Mike quand il est présent, qui donne la quote en anglais et puis un des autres intervenants la traduit. Donc là, je vais tout faire tout seul comme un grand. Ça te dérange pas? Non, très bien.
Alors, il y avait une petite quote que j'aime beaucoup, j'en ai fait d'ailleurs mon leitmotiv pendant de nombreuses années. Non pas que je sois très vieux, mais ça fait assez longtemps que j'essaie de pratiquer un peu de sport. Pardon. Euh, elle est issue d'un journaliste américain, alors on ne sait pas dire qui, certainement un anonyme, mais a priori c'était un journaliste, qui disait ceci: Sports do not build character, they reveal it. Donc en gros, le sport ou les sports ne révèlent pas un caractère, mais par contre, ils les révèlent. Et je pense que enfin, en tout cas, moi j'en ai fait un leitmotiv. Pourquoi? Parce que je pense que dans le sport, qu'on parle de Formule 1, qu'on parle de course à pied, qu'on parle de triathlon, qu'on parle de tennis, de vélo, il y a quand même un certain esprit à respecter. J'irai pas jusqu'à dire un code d'honneur, mais il y a quand même un esprit à respecter. Et j'aime bien cet état d'esprit de dire que le sport révèle pas forcément. Le sport ne construit pas des gens, ne construit pas une personnalité. Par contre, ça permet de révéler une personnalité. Quand on voit quelqu'un sur le vélo qui te passe à côté et qui te pousse dans le bas-côté juste parce qu'il a envie d'être devant, je trouve ça totalement anti-sportif. Et je pense que là, pour le coup, par exemple, ça révèle bien les qualités de cette personne. Je sais pas ce que tu en penses, David. Les qualités, c'est peut-être pas le mot là. Oui, ou les défauts, hein. Oui, mais après, déjà, je pense que dans le milieu sportif, j'ai l'impression à chaque fois, quand je sors faire du vélo, d'être dans une famille au final. Je trouve beaucoup de solidarité dans cette famille et beaucoup d'entraide. Donc forcément, des fois, il y a des exceptions, des gens un peu bizarres, mais en général, quand même, je trouve il y a un bel état d'esprit et, euh, et c'est sympa, on passe un bon moment, quoi. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, au tout début où j'ai commencé le triathlon, c'est une des choses qui m'a fait venir vers le triathlon, c'était l'esprit qui était véhiculé par ce sport, parce qu'il y a 10 ans, c'était quand même beaucoup plus... ça fait même plus que 10 ans, maintenant ça nous rajeunit pas tout ça. Mais c'était beaucoup plus... c'était beaucoup moins populaire et c'était vraiment un esprit familial. Entre triathlètes, on se serrait les coudes, même s'il y avait une certaine compétition pendant les compètes, on était quand même, il y avait un certain esprit, certaines valeurs qui étaient véhiculées, ce qui On tend un parle pas petit au peu passé, à on se parle perdre, pas je au trouve. passé, on parle au présent. Non, mais Moi, j'ai quand même l'impression que ça tend à se perdre un petit peu. c'est vrai que ça évolue un peu, mais bon, je pense qu'on a tout dans ce sport. Mais c'est sûr, il y a toujours des progrès à faire, mais à sensibiliser les gens un petit peu, à leur faire prendre conscience on a besoin d'avoir un bon état d'esprit pour avancer, et je pense que tout le monde sera gagnant de toute manière. Ouais, et toi qui connais beaucoup de pros dans le domaine, comment ça se passe entre eux? Est-ce qu'ils se tirent la bourre? Est-ce qu'ils sont sympas? Enfin, se tirer la bourre, oui, mais Non, les est-ce qu'ils se pros, tapent dessus? Est-ce qu'ils sont très sympas? non, autant durant la course, ils se font la guerre, mais autant à l'entraînement, ils se font des stages ensemble, sont les meilleurs amis du monde, il y a une notion de respect et, et, et voilà, ils passent un bon moment ensemble et ils ont la même passion, donc tout se passe bien, ça c'est sûr. Alors, Ils sont assez petite, mûrs de toute manière. S'ils sont pros, c'est qu'ils sont, enfin, dans leur sport, ils sont mûrs et c'est pas, enfin, c'est pas avec un mauvais état d'esprit qu'on arrive à percer dans le milieu sportif. Enfin, le triathlon, en tout cas, je pense pas que ça soit le cas. Voilà. Ok. Petite parenthèse quand même, parce que bon, nos auditeurs savent peut-être pas que le triathlon existe depuis de longues années, mais surtout sur différents formats. Euh, Est-ce que tu crois que l'esprit dans le triathlon soit le même qu'on parle de courte distance ou d'Ironman? Non, c'est pas le même. Courte distance, c'est grand public. C'est, on n'a pas besoin de forcément de s'entraîner d'une façon avec une quantité importante d'entraînement, avec enfin, beaucoup de charges. Dans le jargon sportif, ce sont des charges qu'on met quand on s'entraîne. Euh, et euh, non,
Par contre, quand on fait un triathlon longue distance, là, il faut beaucoup plus de charge, beaucoup plus de sérieux et mettre des charges d'entraînement beaucoup plus régulières. Et on a forcément à gérer également le stress qui va avec au début quand on ne connaît pas sa discipline. Euh, et, et là, en ce moment, par exemple, on voit que les Ironman rencontrent un succès fou. Et on peut se demander comment évolue ce sport actuellement au niveau des prix également. Enfin bon, il y a pas mal de débats et je pense que dans les prochaines émissions également, on pourra en parler de ça, des prix qui augmentent de partout. Enfin bon, voilà, c'est peut-être une ouverture sur d'autres sujets. Bah écoute, merci hein, pour cette transition vers de nouveaux sujets. C'est bien, ça nous donne plein d'idées. C'est vrai que il y a un aspect non négligeable dans le sport et surtout dans notre sport, puisqu'on est triathlètes tous les deux, c'est le coût de la course. Alors on pourrait croire que n'importe qui peut faire du triathlon et que comme la course à pied, ce soit très facile. Oui, peut-être sur certaines distances, mais il y a aussi cet aspect non négligeable à prendre en compte. Il faut acheter un vélo, il faut acheter du matériel, et puis les courses coûtent de plus en plus cher. Alors même si elles tendent à se démocratiser de plus en plus, il y a un énorme business derrière. Je sais pas, je suis pas tout à fait au fait des derniers prix pour un Ironman, mais il me semble qu'on frôle les 500 $ sur certaines courses, non? Bah, même en euros, 550 euros, 500 euros. C'est plus rare, tout à fait. C'est ouais, c'est sûr, hein, c'est assez étrange, mais ça se passe comme ça. Et puis de toute façon, ça marche. Tout- si les coureurs s'inscrivent à ce prix-là, bah, continue d'augmenter. Puis, euh, je pense que ça continuera encore un peu, puis ça va stagner. Puis j'espère qu'un jour ça baissera quand même. Peut-être au moment où on sera plus en âge de pratiquer à ce niveau-là. J'espère avant. Bah écoute, transition toute trouvée vers la conclusion. En conclusion, je voulais quand même rappeler nos coordonnées pour pouvoir nous joindre éventuellement via les réseaux sociaux. Je voulais juste aussi faire un petit parallèle pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore ou qui ne te connaissent pas forcément. Tu as des grands objectifs, tu prépares des grosses courses cette année bah, je pense que ce serait sympa de temps en temps qu'on fasse un petit clin d'œil, même si il y a parfois des émissions où tu pourras peut-être pas co-animer avec moi. Donc on fera un petit clin d'œil et puis on essaiera de parler où t'en es dans ta préparation. Donc là, premier gros objectif pour toi, ce sera quoi? Alors, premier objectif, c'est le 30 mars, c'est l'Ironman de Los Cabos au Mexique où j'essaierai de décrocher la qualification pour Hawaï. Si ça se passe bien, ça devrait le faire. Et puis, en tout cas, je m'entraîne. Bon, ce qui sera dur à gérer, c'est la chaleur, parce que là-bas, il fait 30-35 degrés en mars. Et en mars, à Paris, il fait pas 30-35 degrés. Ça sera, ça sera la première difficulté. Puis on verra. Voilà, je me fais plaisir. Ok, bah écoute, superbe esprit. Ça nous ferait encore un autre dossier, je pense, à aborder sur la pratique des sports où on pratique aux quatre coins du globe. Peut-être l'acclimatation quand on s'entraîne tout le temps à Paris, dans le froid, enfin dans le froid, toute proportion gardée, mais dans une certaine température, et puis qu'on part faire une course 15 jours après et qu'on prend 40 degrés. Comment ça se passe? Je pense que ce sera l'occasion d'en discuter dans des émissions suivantes. Oui, oui, c'est sûr. On a des techniques d'entraînement également. Par exemple, en vélo, on va utiliser un home trainer et sur l'home trainer, en gros, c'est un peu comme ça se transforme en vélo d'appartement au final. Sauf on transpire énormément sur un vélo d'appartement. On a bien, même si on ouvre la fenêtre. Et là, on va commencer à dire, bah tiens, au final, ça simule la chaleur. Donc, ce sont des sources qui permettent de progresser et de s'adapter, d'adapter le corps dans un effort en pleine chaleur. Voilà. Ouais, j'avais vu aussi, bon, on va essayer de terminer là-dessus, mais j'avais vu aussi qu'il y avait un Français qui avait couru le marathon des neiges et que sa manière de s'entraîner, en dehors de travailler enfin, en dehors de travailler sur la charge d'entraînement
comme tout le monde, il sort courir dans la rue et puis il fait des kilomètres. Il faisait aussi des séances de course à pied dans une chambre froide. Donc il avait loué la chambre froide d'un boucher et puis il allait s'entraîner là-dedans. Alors après, pour aller courir sur l'épaule, c'est sûr que ça doit bien préparer à la différence de température. C'est original. Bah, c'est une façon comme une autre. Enfin, en même temps, je te vois mal courir dans un four pour te préparer au marathon d'Hawaï. Je vais éviter. Ok, bah écoute David, merci beaucoup pour ta présence sur cette émission. On va la clôturer là. On était parti pour faire une demi-heure, on en est déjà à 50 minutes de diffusion, ce qui est plutôt pas mal hein, pour un premier pilote. Oui, oui. Faut voir qu'est-ce que les auditeurs disent, mais c'est une première. Ok. Ok, bah justement pour nos auditeurs, on va rappeler peut-être comment est-ce qu'ils peuvent nous joindre via Twitter. Donc toi, c'est ton pseudo sur Twitter, c'est Je sais plus. bon alors comme tu fais le mauvais élève, je vais le dire pour toi. Vous pouvez joindre David à David Lebras, tout attaché. Hein. Alors, D-A-V-I-D, Lebras Lebrat. Voilà, vous pouvez interagir avec David via son profil Twitter. Pour moi, c'est Ironmanolux. Pas encore Ironman, mais bientôt, on l'espère. Hein, et puis, j'espère que je te croiserai sur une course, David. Puis voilà, n'hésitez pas à réagir à ce premier pilote, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on espère pouvoir mettre ça sur le réseau de Niptech, ce petit pilote. Et avec les notes de l'émission, vous pourrez aussi interagir. Merci beaucoup en tout cas pour votre quel enthousiasme, merci. Merci beaucoup en tout cas pour avoir écouté cette émission. Merci à toi David. Et puis bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer là le live. Ok, bye bye.